Chaim Bismuth, bonjour. Bonjour Cathy. Alors on est content de vous accueillir parce que c'est vrai que vous parlez beaucoup, on vous a reçu beaucoup pour vos opérations, pour parler de votre association, mais parler vraiment du sujet de la précarité, de la pauvreté en Israël, des familles qui galèrent, sans pour cela être dans des situations dramatiques, certaines oui, mais pas tous. Eh bien, vous, c'est votre quotidien, vous les rencontrez un peu partout dans le pays, dans le nord, dans le sud, beaucoup dans le sud, il faut bien le dire. Beaucoup dans le sud, oui. C'est une région que l'on favorise. Et vous savez que Qualita a décidé de lancer une grande opération d'envergure pour collecter de l'argent auprès de tous, pour permettre de constituer un fonds pour aider ces familles. Tevrou. Voilà, et pour le distribuer bien sûr à toutes les associations partenaires qui travaillent avec nous. Alors, le sud du pays. Le sud du pays, on va peut-être donner un petit peu un récap, un fond. C'est que en général, quand je viens et que vous m'accueillez si gentiment chaque fois à Studio Qualita, c'est pour parler des activités de l'association. Et il faudrait peut-être revenir un petit peu en arrière et voir la base, le pourquoi, la raison de l'existence de ces activités, comme d'autres associations. C'est la manière de vivre en Israël. On parle souvent du salaire minimum, on parle souvent du seuil de pauvreté, on parle souvent du salaire médian. Salaire médian, ouais. Médian. Et il faut comprendre pourquoi ces associations existent et pourquoi nous sommes sur le terrain. Un premier chiffre, on va faire ça, on ne va pas ennuyer les auditeurs avec beaucoup de chiffres, mais il faut savoir que parmi toutes les familles qui vivent sous le seuil de pauvreté en Israël, 67% des familles, les deux conjoints travaillent. Oui, c'est ça. C'est une grande particularité israélienne. Alors, on peut toujours essayer de se faufiler, de dire ils ont qu'à aller sortir travailler, ou la maman a qu'à aller garder des enfants à la maison. Ils le font, 67% au moins, si les chiffres n'ont pas augmenté en fin 2019, les deux conjoints travaillent. Donc imaginez qu'ils vivent sous le seuil de pauvreté, les deux travaillent, et on arrive à des situations où il y a un imprévu. On va dire que tout au long de l'année, ils vivotent. Ils ne vont pas sortir au restaurant, ils ne vont pas payer de keitanot aux enfants, ils ne vont pas leur changer leur cartable tous les ans, mais ils vivotent. Il suffit d'un événement, d'un imprévu, que ce soit pour une joie, ou chas v'shalom pour une maladie ou un événement assez grave. Même une maladie, on va dire, pas forcément mortelle, mais une maladie invalidante, par exemple, pour 1 ou 2 mois. Pendant 2 mois, on ne peut pas travailler, donc il n'y a pas de salaire. Tout à fait. C'est exactement ça. Je pense aux indépendants aussi. Il y a beaucoup d'entrepreneurs en Israël, aux petites entreprises, aux entreprises qui tiennent sur une personne, sur le chef d'entreprise. Exactement. Il y a aussi ce genre de situation, étant donné qu'il n'y a pas vraiment de retraite organisée ni de compensation par le Bitoire Leumi pour les Hatzmaïm. Donc si par exemple pendant 2 mois on ne travaille pas, que la maman, je ne sais pas moi, elle vient d'accoucher, elle ne travaille pas non plus, Cathy, peu importe. Sur la route pour arriver ici au studio, j'étais dans la voiture avec un jeune monsieur, marié, 2 enfants, qui a eu un problème de chômage cet été. Donc c'était à peu près août-septembre. Jusqu'à aujourd'hui, il ne s'en s'est pas remis et il m'a demandé donc de l'aide. Donc ça veut dire quoi? Pendant quelques mois, il n'a pas travaillé? Il lui a suffi, je crois, de 2 mois de chômage pour chuter, pour plonger dans des dettes. De chômage, donc mais c'était des mois sans rémunération. Sans rémunération. Il y a un problème, il n'a pas été licencié, donc il n'a pas travaillé assez pour recevoir son chômage, où il a dû quitter son emploi. Donc un couple, 2 enfants. Un couple avec 2 enfants. Je vais ajouter une information. Des fois, on pense que ce couple-là habite en Samarie. Des fois, on a une image un peu faussée des gens qui habitent dans les Yishuvim. Ils ont une maison, donc c'est sûr qu'ils ont un niveau de vie, ils doivent avoir 2 voitures devant la maison. Non. Il y a de très, très nombreuses familles qui viennent habiter en Judée et en Samarie, dans les Yishuvim, à côté de grandes villas, justement comme un genre de tremplin vers une vie économiquement et familialement équilibrée. Ouais, ils vivent dans des caravanes, ça veut dire. C'est des caravanes ou des petites locations, ce qu'on appelle des hashkoubit. C'est vraiment des trucs où des fois l'eau s'infiltre, où il faut chauffer constamment pour... Voilà, donc c'est un exemple de justement cet imprévu. Alors cet imprévu de 2 mois, ça amène quelques mois après à des dettes qui s'élèvent à combien? Aujourd'hui à 60 000 shekels, parce que ce couple-là avait donc contracté des prêts. Donc, à la consommation? Pas exactement, c'est toujours pour couvrir un minus.
Bien sûr. La vie israélienne, on dit, je crois qu'il y a 60% ou 58% des Israéliens qui vivent à découvert volontairement. C'est-à-dire, c'est leur manière de vivre en Israël. D'ailleurs, quand mes parents sont arrivés il y a plus de 40 ans, on leur dit, vous voulez être israélien, il faut tout de suite être en découvert, comme ça vous vous sentirez bien. Donc c'est des prêts pour combler un minus, et là les banques et les frères Chevroot Mimoun, je ne sais pas comment on dit en français, les établissements financiers prêtent, mais avec des intérêts de folie. C'est des sommes, des fois, très grosses à rembourser. On rajoute ça 2 mois sans salaire, les enfants... Il y a encore une grosse blague en Israël, on appelle l'éducation en Israël, doit être gratuite. La loi s'appelle Chok, Chinur, Chova, Chinam. Si on prend les 4 premières lettres, ça fait ha 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 ha. D'accord ? Donc, je la connaissais pas, celle-là, elle est excellente. Quand j'étais au lycée, une de mes profs principales me l'a sortie à Jérusalem. C'est loin d'être gratuit. Donc c'est loin d'être gratuit, et si vous ne payez pas, on vous voit mal, et les instituteurs vous convoquent pour que vous payiez parce que votre enfant n'a pas payé. Donc on a tous ces petits trucs-là qui se rajoutent, plus le découvert, plus les prêts, plus les remboursements, plus le chômage, et c'est foutu. On s'en sort pas. Et on est obligé de taper aux portes, et parfois c'est aussi difficile de taper aux portes. Parfois on se dit qu'on ne rentre pas aussi dans les critères, donc c'est très compliqué, les réactions sont différentes. Comment ça se passe à Ofakim, Yerouham, Dimona, Netivot, où il y a, je sais, des familles francophones qui vivent dans ces régions? Alors justement par rapport à la gêne, ce qu'on rencontre à Haïbem, c'est il y a plus de gêne parmi les familles francophones à accepter de l'aide que, on va dire, des familles israélienne. J'aime pas tellement la séparation parce que dès qu'on arrive en Israël, on est israélien. On voit surtout ça sur Facebook, d'origine francophone, d'origine française. Donc, dans ces villes du Sud, puisqu'il y a aussi évidemment des familles francophones qui sont arrivées dans les années 60 et 70, plus d'autres familles qui sont arrivées dernièrement, nous travaillons face aux écoles, face à la mairie, comme à Afula par exemple, où nous sommes en contact, Afula dans le nord plutôt, qui est aussi une ville qui ressemble beaucoup, c'est le même genre de problème qu'on retrouve à Dimona, au Fakim, à Yerouham. On travaille face au vice-maire de la ville d'Afula, et donc les familles passent par des gens qu'ils connaissent, ou alors passent par nos bénévoles. Ok. C'est comme ça que ça se passe. C'est souvent des gens qui se sont exilés pour trouver un loyer pas cher. Vous voyez encore une fois le problème. C'est-à-dire qu'on voudrait bien vivre à Natania, on est français, on est francophone, on veut aller à Ashdod, Ashkelon, bien qu'Ashkelon c'est encore abordable, Ashdod, Natania, pour ceux qui sont plus aisés, c'est Ra'anana, ouais. D'accord, ils voudraient bien, mais ils ne peuvent pas. Donc déjà, ils se sont exilés dans des villes assez éloignées où, sincèrement, je pense que c'est une erreur. Parce que ce ne sont pas des villes tremplins. Quand on va dans un Yishuv, en Judée, en Samarie, on est proche de Petah Tikva, on est proche de Tel Aviv, on est proche de Jérusalem. Il y a toujours des opportunités professionnelles qui s'ouvrent. Dès qu'on s'enferme dans une petite ville, il y a moins d'opportunités professionnelles, ouais, et ça. C'est une grande faute, je pense. Je vais toucher un petit peu la politique de presque tout, pour pas dire tous les gouvernements israéliens ils ont fait que de l'esthétique là-bas à chaque fois. Alors, quelles sont les situations que vous rencontrez sur le terrain? Ou alors ça va donc ces personnes qui vivotent gentiment, les deux conjoints travaillent et qui arrivent donc à des situations imprévues. Ça passe aussi par une jeune dame de 30 ans qui a été sauvée d'un village arabe et qui est ressortie de là-bas avec une petite fille. On est obligé de s'en occuper parce que la famille ne veut pas vraiment la voir et ne veut pas vraiment l'aider. Donc c'est chèques, c'est alimentation, c'est vêtements, c'est des fois même payer un peu plus pour des examens médicaux parce qu'elle est sortie de là-bas dans un état pas très bien. Ça va aussi jusqu'à des francophones qui font leur alia, des Olim, qui vivaient bien en France. Vraiment, ils se débrouillaient. Mais en Israël, Mishouma, on dirait que la vie est beaucoup plus chère qu'en France. Ou alors on a tendance à dépenser peut-être un peu plus. Il faut changer, il faut s'adapter, il faut changer les habitudes. On ne le fait pas tout de suite. Et parfois, on rentre dans des cercles vicieux, on va se permettre un train de vie qu'on avait en France et qu'on ne peut pas avoir en Israël parce qu'on reste quand même quelques mois à l'Ulpan. Il n'y a pas de travail. Les économies, c'est bon un temps. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, il y avait cette fameuse chanson il y a 40 ans quand mes parents ont fait leur alia, c'était un groupe de 27 familles. Ils avaient changé les paroles
de la chanson sur le pont de Haïfa, il y a un drapeau juif. Alors, là, je vais le chanter. C'était « Et pour monter en Eretz, il faut du pognon. Et pour monter... » D'accord ? Vous allez faire peur à tout le monde, là. Mais en fait, c'est aussi vrai. Il faut faire attention, quoi. Il faut faire attention. Cette chanson aussi, et je veux dire, je l'ai citée parce que je pense qu'on a abandonné énormément de juifs français, et la Khalid a fait un travail fantastique, et moi chez Varchel Arsania pour aller parler au Misrad à Aliavaklita pour justement parler de ces juifs à l'étranger qui n'ont pas les moyens de monter et qui veulent monter. On ne parle pas de ceux qui ont les moyens, ils veulent pas, c'est leur choix. Mais je suis en contact avec des personnes qui étaient bénévoles dans des associations en France, qui sont arrivées aujourd'hui à un âge, qui sont pré-retraite, qui n'ont pas gagné vraiment bien leur vie. Qui n'ont pas une super retraite. Qui voudraient monter en Israël. Encore une fois, pas pour être des indigents, ils sont pas pauvres, mais ils n'ont pas justement ni d'abord le punch, ni aussi le savoir, et ni le porte-monnaie qui va avec une alia. D'accord ? Encore une fois, je ne pense pas que l'alia doit dépendre seulement d'un porte-monnaie. On doit monter parce qu'on doit monter, mais si on veut rester lucide et les pieds sur terre, en mettant, si on peut, le côté émouni, le côté émouna, le côté foi, le côté mitzvah du Yishuv Eretz Israël de côté, si on peut, il faut être lucide et savoir que... Donc on a aussi ce genre de situation, des Olim qui viennent et qui au bout d'un moment, on ne peut plus. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la création d'un fonds qui serait mis à disposition justement des francophones en difficulté ? Je précède ma réponse par une critique que j'ai souvent reçue face à l'association, et d'autres associations, c'est que les gens, en général ceux qui ne veulent pas donner, disent oui, mais il y a trop d'associations, franchement, toutes les associations devraient se réunir sous un seul toit et faire main dans la main le travail ensemble, ou d'une seule voix. Et je dis à ces gens-là que cette association existe. Il me dit, mais non, c'est pas possible, il n'y a pas d'association qui regroupe toutes les associations et qui devrait faire le travail de toutes les associations. Et je dis oui, ça s'appelle le gouvernement. Puisque en Israël, nous sommes une médina entre le capitalisme et Médinat Revacha, d'accord ? On est entre le socialisme et le capitalisme, on ne sait pas sur quel pied on danse à chaque fois. Donc cette association, donc, pour donner ma réponse à votre question, je pense qu'il y a toujours de quoi faire. Et si cette initiative est là, entre autres pour aider les francophones, et il y en a besoin. Francophones qui sont là depuis peu de temps ou depuis très longtemps, parce qu'il y a aussi des situations de précarité chez des gens qui sont là depuis des années. Et tout à fait, des gens qui sont là depuis 30 ans, depuis 40 ans, depuis 50 ans, et qu'aujourd'hui, peut-être on ne va pas les appeler des francophones, parce qu'ils sont plutôt hébraïsants qu'autre chose, mais grâce à Dieu, ils sont mêlés à la population israélienne. Et donc ces gens-là aussi ont besoin d'aide, et il y en a. Donc il faut, si c'est encore une association ou encore un projet pour aider, il faut y aller, il faut foncer. Et ça ne veut pas dire qu'on doit avoir honte. Oh, Israël est un pays de pauvres. C'est vrai, il y a Zichrono Livracha, le journaliste économique qui écrivait sur Israël Magazine, Nathan Zerbiv, il habitait Natania. Ce monsieur était paraplégique. Il disait que Israël est un pays riche habité par les pauvres. C'est tellement vrai. Il a dit ça, je crois, il y a 12-15 ans. Et c'est tellement vrai. Pourquoi vous trouvez ça vrai ? Parce que je le vis, je le vois. Ouais. On a un pays... grâce à Dieu, c'est incroyable les miracles que l'on vit en Eretz Israël. Encore une fois, faut pas mal comprendre ce que je dis. Sûr, ce n'est pas des critiques, ce ne sont pas des critiques stériles, ce sont, je pense, être un constat et être lucide. Faut voir, faut appeler un chat un chat. On a d'un côté Medinat Startup. On a je ne sais pas combien de start-up par tête d'habitants, c'est incroyable, c'est fantastique. On construit des immeubles, des gratte-ciel, on va éviter des attentats en France et en Europe en 2018. On va presque sur la Lune. Et de notre côté, on a cet Israël qui a besoin de nous, qui a besoin de ça. Alors, on va dire répartir les richesses.
faut arrêter. C'est vrai, ce serait bien, mais c'est des phrases en l'air. Il faut vraiment quelque chose de plus concret. Et, alors, pour aider à se nourrir, évidemment, pour aider à se vêtir, ce que vous faites aussi, parce que parfois, quand le frigidaire est vide, eh ben, on imagine qu'on ne va pas acheter des manteaux, des bottes aux enfants. Ça vient après. Il faut d'abord manger. Il y a tellement de choses qui viennent après, et quand on parlait d'imprévus, là, ce ne sont pas des imprévus. Quand un enfant a besoin d'une paire de lunettes, on va dire que, bon, grâce à Dieu, avec le ministère de la Santé, il y a eu les soins dentaires et les paires de lunettes qui sont presque gratuites. Il y a le tzaddik de Optical Center, c'est incroyable. Hein, il y a beaucoup de choses. Il y a l'opération, les French Doctors avec l'opération lunettes. Il y a beaucoup de choses. Avec Gilles Taïeb, franchement, c'est vraiment très bien. Mais ce qui vient dans la vie de tous les jours, on parlait d'imprévus tout à l'heure, là ce ne sont pas des imprévus. Quand un gosse a besoin d'une paire de lunettes, quand un gosse a besoin de changer son anorak l'hiver, quand un gosse a besoin d'une bonne paire de chaussures hermétiques pour qu'il puisse jouer dans les flaques, dans l'eau, comme il a envie de faire son kiff, il faut qu'il y ait ça. Et même ça, des fois, on peut pas. Ce ne sont plus des imprévus, on est d'accord, ce ne sont plus des imprévus, mais ça, on ne le peut pas. Et encore une fois, 67% des familles qui vivent sous le seuil de pauvreté travaillent, les deux, le papa et la maman. Bon, en tout cas, nous, on était ravis de vous accueillir pour parler de ces sujets. On espère qu'on n'en parlera plus, mais bon, pour l'instant, on n'a pas le choix. On peut finir avec un thème que vous vouliez aborder. Deux petites choses. Ouais. Premièrement, on parle souvent du calcul du seuil de pauvreté. Il y a des gens qui sont très intelligents, beaucoup plus intelligents que moi, qui ont fait des études en économie, qui disent oui, mais c'est relatif. Si on prend un pays comme la Suisse, un pauvre en Suisse, il gagne X. Et en Israël, c'est la même chose. Alors, je veux bien que le calcul soit des fois un peu biaisé et tout, mais en valeur absolue, quand on sait que le salaire minimum est de 5 400, quand on sait que le salaire moyen est de 10 000 shekels à peu près. Quand on sait que le salaire médian est d'à peu près 7 500 shekels, moi je vous dis, faites le calcul. Enlevez le loyer, enlevez Arnona, enlevez l'électricité, enlevez l'alimentation, enlevez ce qu'il faut pour vivre. C'est-à-dire, sans voiture, sans pas assurance, peut-être une assurance de la maison quand même. Peut-être, voilà. Et encore, quand on a du mal à finir et qu'il faut payer 130 shekels par mois une assurance pour la voiture, et de la maison, c'est problématique. Donc vous enlevez ça. Le gosse a un petit problème, il a besoin de cours particuliers, il a besoin d'un traitement chez le psychologue. Il n'y en a pas. Il n'y a pas, d'accord. Et pour terminer, parce que c'est un sujet tellement grave, et que nous, les Juifs, on a un humour qui nous permet de se moquer de nous-mêmes et d'apporter aussi de l'humour et un sourire, même dans des sujets aussi graves, aussi sensibles que la pauvreté et la faim, il faut le dire, la faim. Oui, bien sûr. Un directeur d'école de Afula m'a raconté qu'un jour, il est allé... puisqu'on distribue des goûters aux écoliers à Foula, c'est-à-dire on met un budget à disposition des écoles, les écoles achètent ce qu'il faut pour faire des sandwichs. Et donc les enfants, à la récréation de 10h, 10h30, se font des sandwichs. Et le directeur d'une école à Foula a regardé un petit garçon qui était en train de se préparer un sandwich, et il regarde à droite, à gauche. Il prépare un deuxième sandwich et il regarde au-dessus de ton épaule. Il repart un troisième sandwich, un quatrième sandwich, à chaque fois il regarde d'un œil un peu inquiet. Et le directeur dit... Il va le voir, il dit, mais mon petit, c'est pas grave, hein, tu sais, il y en a beaucoup, tu peux préparer comme tu veux, tu n'as pas besoin d'être apeuré ou dans un souci quelconque. Il dit, mais tu peux manger ce que tu veux. Il dit, oui, mais monsieur le directeur, c'est pas seulement pour moi, c'est pour aussi en ramener à la maison pour mes frères et sœurs. D'accord. Et pour finir sur une petite touche d'humour, même si le sujet est très grave, c'est Kawito qui rencontre Limignana à Alger et qui lui dit, Limignana, s'il te plaît, on est à 15 jours de Pessar, fais-moi la tzedaka. Limignana, c'est le fils Limignana. Limignana, c'est la grande entreprise d'alcool et spiritueux qu'il y avait à Alger. Il faisait l'anisette cristal. Il lui dit, il n'y a pas de problème, Kawito, c'est le fils Limignana. Tu prends 1000 francs. À l'époque, c'était en francs. Et oh, merci Limignana, c'est gentil, que Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Un an passe, 3 semaines avant Pessar. Il revient. Kawito revoit Limignana dans la rue à Alger, lui dit Limignana, fais-moi la tzedaka. On est à 3 semaines de Pessar, j'ai pas acheté de vêtements à ma femme, j'ai pas acheté de viande, j'ai pas acheté de vin, j'ai pas acheté la matzah, fais-moi la tzedaka. Et il lui donne 500 francs. L'année d'après, kiff. Kawito
revoit Limiana dans la rue, lui dit Limiana, je t'en supplie, regardez, on a 10 jours avant Pessar, j'ai rien, je peux pas faire le CEDER, j'ai rien à la maison, s'il te plaît, moi, la tzedaka. Et il dit Kawito, il n'y a pas de problème, prends 250 francs. Et alors là, Kawito, il dit excuse-moi, Limiana, loin de moi le désir, la volonté de te manquer de respect, loin de moi, tu me fais la tzedaka, c'est pas moi. Mais je voudrais comprendre, explique-moi. Il y a 2 ans, je te demande la tzedaka, tu me donnes 1000 francs. Il y a 1 an, tu me donnes 500 francs, et là, aujourd'hui, tu me donnes 250 francs. Excuse-moi, mais explique-moi. Il dit, c'est simple, Kawito. Il y a 2 ans, j'étais célibataire, pas de soucis, pas de responsabilité, je te donne 1000 francs. Il y a 1 an, je me suis marié. C'est ma femme, il faut acheter une robe, il faut acheter un bijou, je t'ai donné que 500 francs. Et là, tu me demandes de l'argent. Il y a 1 mois, on a eu un petit garçon, il y a eu la bride, il fallait acheter la layette, il fallait acheter le landau, je t'ai donné que 250 francs. Cathy, la chute n'est pas forcément là où elle va être. Et alors là, Kawito s'adresse à Limiana et lui dit, dis-moi Limiana, c'est avec mon argent que tu fais vivre ta famille, et je ne pense pas que la chute est là où elle est. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup de donner tout votre cœur pour lutter justement contre ce fléau, contre la pauvreté, apporter du bien-être. Arbe Hatzlacha pour ceux qui là. Ceux qui en ont besoin. Ouais. Arbe Hatzlacha, on a tous besoin. Et bien, il faut y aller. Que tous ceux qui nous entendent, tous ceux qui nous voient, cette mission-là, ce projet-là, il faut y aller, il faut foncer. Et je suis avec vous si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je suis avec vous. Ok, super. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, Ciao. Cathy. Merci. Ciao.